Je suis actuellement directeur d'agence à l'usine brasserie, plus précisément de Brakina Bobo Dioulasso, Burkina Faso. C'est un poste que j'occupe depuis février 2004. Et à cette fonction, je peux toucher à différents secteurs, ceux qui sont liés à ma formation d'origine, c'est-à-dire le technique, comme tout ce qui est lié au commercial, à la gestion financière et aux ressources humaines. Alors, depuis que je suis arrivé à Bobo, j'ai eu pas mal de défis à relever. C'est pour ça qu'on m'a envoyé. Il faut bien savoir qu'on vous envoie toujours quelque part en tant qu'expatrié parce que vous avez des défis ou il y a des choses à faire. Au niveau technique, c'est une usine qui était très délabrée, qui était un peu à l'abandon depuis de nombreuses années. Donc j'ai eu à mettre en place une phase d'investissement importante de plusieurs milliards de francs CFA, qui est toujours en cours d'ailleurs. Tant sur le plan du conditionnement de la fabrication des bouteilles en plastique, PET, que des bouteilles en verre, qui est le système de conditionnement le plus classique des brasseries en Afrique. Du point de vue commercial, on a également à faire face à deux concurrents assez importants sur le Burkina. Donc on a dû lancer des nouveaux produits, être agressif du point de vue commercial, du point de vue qualité, être au point. Donc ça, c'est un gros défi qui est en passe d'être gagné, mais c'est jamais terminé parce que le concurrent est toujours plus ou moins là. S'il est bien affaibli, il est encore là, donc il ne faut pas baisser la garde. C'est assez inédit pour le groupe. Le groupe Castel n'a pas l'habitude d'avoir des concurrents en face de lui, donc souvent il a lui-même mangé le concurrent. Donc aujourd'hui, c'est une phase où on a une certaine pression du siège pour exister et faire que les autres existent moins, pour pas dire plus. Pour ce qui est du défi à relever sur l'usine de Bobo, jusqu'à présent, le principal défi qu'on a eu à relever, c'est le fait qu'on a été sur le marché attaqué par des concurrents qui produisaient des bouteilles en PET, donc des bouteilles plastiques, alors que nous, on avait un outil assez dépassé. Donc là, j'ai eu à intervenir sur deux plans un peu différents et qui reflètent bien une approche un peu globale des problèmes qu'on a quand on est expatrié et qu'on a une formation comme l'ISTOM. Le problème technique et également au niveau du marché, d'avoir ce défi commercial et d'étudier ce que fait le concurrent de manière tout à fait concrète, quel type de bouteille, comment il présente, à quel prix, et vous répondez à ce concurrent par une amélioration du packaging, une amélioration de l'emballage qui est liée aux techniques, mais qui est liée également à toute la partie aval du projet, c'est-à-dire qu'on conçoit la ligne, on réfléchit à ce qu'on va produire comme bouteille, qu'est-ce qui est le mieux, quelle est la plus belle forme. Nous, choisi également d'impliquer Coca-Cola là-dedans, parce que Coca-Cola a une image très forte en Afrique en termes de boissons gazeuses. Donc avec une forme de bouteille Coca-Cola, une forme de bouteille standard multi-produits, dans laquelle on fait toute une gamme de Fanta et également nos produits à nous, que le concurrent n'a pas. Ça, c'est des référentiels que le concurrent n'a pas. Et ça, il faut y penser il faut avoir l'approche globale, il ne faut pas avoir l'approche uniquement technique, on va mettre une chaîne qui va faire tant de bouteilleurs avec telle qualité de produits finis. Il faut également penser qu'est-ce qui marche chez nous. Nous, on a un passif là-dessus. Et comment on va attaquer le concurrent. Et le concurrent, là, en l'occurrence, on s'est aligné sur les prix. On avait fait une politique agressive commerciale sur le terrain, en étant présent, en allant de l'avant, ce qui n'est pas toujours évident quand vous avez été en monopole pendant des années. Là, il y a un défi à relever, c'est changer les habitudes de vos commerciaux, qui ont l'habitude d'attendre que ça se passe. C'est plus une politique de marketing. Eux, maintenant, il faut une politique commerciale, être présent sur le terrain, dire que votre produit est meilleur. Une problématique qu'on rencontre souvent, aussi bien dans mon métier que dans, je pense, tous les métiers d'expatriés, beaucoup de métiers d'expatriés dans le monde, c'est la problématique des approvisionnements. Quand vous avez une entreprise comme la mienne, une multinationale, vous avez un impératif de coût. Et vous avez également des impératifs de délai et de qualité, évidemment. Seulement, l'impératif de coût, on a un premier dilemme, c'est de faire travailler l'économie locale. Par exemple, au Burkina, on achète une de nos matières premières, le maïs ou le riz,
localement, on se fait un devoir de le faire, alors qu'il coûte moins cher si on le fait venir d'Europe. Hein. Mais également, vous ne pouvez pas toujours aller beaucoup plus loin que ce genre de grosses matières localement, parce que vous avez un problème souvent de qualité qui n'est pas garanti, et donc vous êtes en même temps obligé de faire venir tous vos approvisionnements d'Europe. Et ça, c'est un problème. Quand vous avez un pays comme le Burkina qui est enclavé, ces approvisionnements, ça met 2 mois, 2 mois et demi pour venir minimum d'Europe. Donc vous avez toute une gestion de vos approvisionnements qui se fait sur une période assez longue. Vous ne pouvez pas décider, passer un coup de fil et dans la semaine avoir une matière première. Mais souvent, 80% de nos matières premières viennent d'Europe, en particulier le malt et tous les extraits et tout ça. Donc là, vous avez toute une prévision à faire sur 3 à 6 mois. Donc, prévision qui est souvent mise à mal par les événements de la sous-région. Quand la Côte d'Ivoire a eu les incidents qu'on connaît depuis 2 ans, ça nous a remis en question tous nos circuits d'approvisionnement. Hein. Bon, pour nous, mais pour également tous les opérateurs économiques de la place. Hein. Ils ont dû revoir leur circuit d'approvisionnement. Donc là, vous devez vous adapter, faire le nécessaire pour ne pas tomber en rupture. Donc toujours, même si vous fonctionnez, avoir toujours des stocks de sécurité. Tout ça, ça engendre des coûts en immobilisation, hein, mais également, ça vous oblige à toujours être en alerte de ce qui se passe. Donc, les approvisionnements, c'est le poumon d'une entreprise, surtout une entreprise industrielle qui transforme. Si vous avez un défaut là-dedans, vous arrêtez. Et vous n'avez pas le droit de vous arrêter. Vos patrons, nos patrons nous l'interdisent. Ça, c'est quelque chose, c'est à nous d'anticiper, de savoir, de prévoir. J'ai toujours ressenti cette différence qu'on a à la sortie de l'ISTOM, c'est qu'on a cette ouverture sur le monde, cette ouverture d'esprit, cette vision assez large des choses et du monde que n'ont pas même des élèves ingénieurs de très bonnes écoles en France. Nous, on a déjà cette philosophie, dire cette approche un peu, sans être une approche spécialement dogmatique d'un côté ou d'un autre, hein, mais une approche déjà d'ouverture au monde. Et la formation ISTOM vous donne une polyvalence énorme. Énorme, parce que moi je vois tout ce que je gère, toute ma connaissance de gestion, c'est à l'ISTOM que je l'ai acquise. C'est pas dans les grandes écoles d'ingénieurs. Hein. C'est à l'ISTOM que j'ai acquis tout ce qui est gestion, tout ce qui est administration, gestion administrative et financière, c'est à l'ISTOM qu'on l'apprend. Même tout ce qui est code du travail et tout, toutes ces bases, là, les fondamentaux, c'est dans les modules de l'ISTOM que vous les avez. Donc en fait ça se retrouve tout le temps partout. Je me sens istomien à chaque instant de ma vie d'expatrié.